Bien, désolé pour ces quelques minutes. Donc aujourd'hui, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler des bioplastiques, qui est une sous-section de la partie plastique. Donc pour rentrer dans le sujet, je vous propose de voir juste une scène d'un film que vous connaissez tous, sans doute, que vous avez vu il y a très longtemps, The Graduate, qui est sorti en 1967, où le jeune Ben est approché par son possible futur beau-père et surtout le mari de sa maîtresse, qui vient lui vanter le sujet des plastiques en lui disant que c'est un sujet de grand avenir. Donc on est à l'époque où le plastique était considéré comme un sujet de grand avenir. Voilà, je vais y revenir. Alors un plastique, c'est quoi d'abord, puisqu'on est dans une section où il y a des biologistes, différentes échelles de travail. Moi, je suis plutôt biochimiste, physico-chimique. Donc, un plastique, c'est un ou plusieurs monomères, donc des molécules de base, des perles, quoi, en gros, qui vont être polymérisées, accrochées les unes aux autres, avec un degré de polymérisation qui peut varier de 1000 jusqu'au million. C'est une variable très importante, ça, qui détermine les propriétés qu'on va avoir. Et ça, quand quand on a ces polymères-là, on a trois types de comportements. C'est ça ce qui est un sujet, le point d'intérêt pour nous consommateurs. C'est soit thermoplastique, c'est-à-dire qu'on a un matériau qui va être capable de fondre, de devenir liquide plus ou moins, et puis de refondre à nouveau. Les thermodurcissables, qu'on ne peut faire fondre en fait qu'une seule fois, et à partir du moment où on les chauffe, ils se figent. Et un troisième comportement qui est celui d'élastomère, c'est le caoutchouc, quoi, en gros. Voilà ce que l'on a comme type de comportement en ayant des polymères. Mais ces comportements-là, ils sont dus au fait qu'il y a toujours des additifs. Et le diable se cache souvent dans les additifs. Alors, ces additifs peuvent être des charges minérales. Quand vous avez des sacs blancs, c'est tout simplement parce qu'ils contiennent de l'oxyde de titane. Mais ils peuvent contenir des fibres végétales pour les propriétés mécaniques. Il y a des plastifiants. Dans les plastifiants, il y a par exemple les phtalates, dont les propriétés toxiques sont reconnues, bien connues maintenant, des stabilisants chimiques, des lubrifiants, etc. Donc, travailler sur les bioplastiques, ça veut dire qu'on travaille à la fois sur les polymères et sur les petits additifs. Alors, pour vous faire toucher du doigt ce que c'est, ce comportement-là, j'ai pris la figure là, qui représente les changements de phase de l'amidon. Donc, au départ, on est dans le coin supérieur à gauche. Vous avez un matériau qui est solide. Donc, ça peut être des grains d'amidon, c'est ce qui est représenté à côté. C'est aussi ce que vous avez quand vous mettez des spaghettis dans l'eau. Ils sont dans l'eau chaude, bien entendu. Au moment de l'introduction, ils sont strictement rigides. Quand vous allez chauffer, ils vont devenir souples. Ça ne veut pas dire qu'ils sont hydratés, ça veut simplement dire qu'ils ont changé de température. Et le troisième exemple qu'on pourrait prendre, c'est la fabrication des beignets de crevettes. Vous mangez dans les restaurants asiatiques, vous pouvez faire vous-même, qui expansent dès qu'on les met dans l'huile chaude. Parce qu'il passe à ce moment-là une température toute simple qui est la température de transition vitreuse. Si vous continuez à chauffer, vous allez atteindre ensuite une température de fusion. Là, tout l'ensemble du matériau est liquide. C'est ce qui est représenté par du polyéthylène. La première image en haut à droite, c'est du polyéthylène qui s'écoule. Là, il est fondu. Si vous laissez le matériau sortir à l'air libre, si c'est du polyéthylène, il va refroidir, il va repasser par les températures. Si c'est de l'amidon, en général, il a fondu parce qu'il y avait de l'eau et il va expanser tout de suite et il va vous donner des structures expansées que vous trouvez classiquement dans des biscuits apéritifs ou autres. Voilà. Et tout le jeu, quand on a des polymères, ça consiste à jouer entre ces deux températures de transition viteuse et température de fusion. Donc, ces deux températures permettent de savoir si le matériau a une utilité quelconque ou non. Et donc, on est dans des domaines de température, de pression, d'hydratation, de cisaillement qui n'ont rien à voir avec celles que l'on rencontre dans les conditions biologiques. Tout ça, ça se passe, la TG et la TF, elles dépendent du plastifiant qu'on va employer, et donc le plastifiant dépend du polymère. Est-ce que ces matériaux sont des marchés très importants? Il y a 5 domaines d'utilisation de ces matériaux-là. Il y a les emballages, en gros 39%, et ensuite on trouve le bâtiment, c'est tous les matériaux qu'on utilise dans le bâtiment, que ce soit de l'isolation de la structure ou autre. En agriculture, il y a en particulier tous les films d'agriculture.
l'automobile où il y a besoin d'isolants, les équipements électriques et électroniques. Alors, cette production mondiale de matières plastiques, je parle de l'ensemble des matières plastiques, elle est en gros à 370 millions de tonnes. Il y en a 60 millions de tonnes qui sont produites en Europe, qui ont été produites en Europe en 2019. En regard de ça, tout de suite pour caler les dimensions, on peut avoir en tête la production à l'échelle mondiale de pâte à papier. Vous voyez qu'on a produit, alors selon les sources, hein, ce n'est pas toujours très clair, on en produit de l'ordre de 200 millions de tonnes chaque année. Et ces 200 millions de tonnes, ce qui est très important, c'est qu'elles sont complétées par 228 millions de tonnes de papier recyclé. Donc on est vraiment dans un domaine où la notion de recyclage, d'économie circulaire est déjà complètement active. Et ça nous donne une production donc totale, pour nous consommateurs, de 400 millions de tonnes. Et à côté de ça, on peut prendre des productions de fibres naturelles, l'ensemble soie, coton, etc., qui sont de l'ordre de 32 millions de tonnes, avec en tête le coton qui est en décroissance permanente, comme la laine, ce sont des matériaux qui sont en décroissance de production au profit de fibres pétro-sourcées. Et puis il y a le bois, qui sert en partie pour l'énergie, mais qui sert aussi à faire du bois matériau. Voilà les principaux matériaux qu'on utilise, nous, en tant que société humaine. Et là-dessus, les deux déterminants importants pour comprendre comment certains acteurs se positionnent, c'est la propriété intellectuelle. Donc, pour les chercheurs du public, ça veut dire qu'il faut penser à regarder aussi quels sont les brevets qu'ils déposent ou que leurs concurrents déposent. Et le deuxième point, ce sont les économies d'échelle. Ce sont des matériaux de fort volume. Et donc, par voie de conséquent, les économies d'échelle jouent un grand rôle dans le développement de ces technologies. Dernier point, toujours de contexte, sont des matériaux, ces matériaux sont très anciens. Vous voyez que le papier, en gros, il a été inventé, les premières traces de papier, c'est 200 ans avant Jésus-Christ, ça a été inventé en Chine. Le sac en papier, ça date que simplement 1870 et il y a un brevet pour le sac en papier. Ça vous paraît un objet absolument simplissime, mais non, il y a un brevet là-dessus. Ensuite, à partir en gros de 1880-1870, il y a eu un développement énorme de la chimie. Le premier polymère qui est sorti, c'est le polyéthylène. Vous avez en parallèle, mais c'est toujours lié à la chimie, les dérivés chimiques de la cellulose, les nitrates, les acétates qu'on utilise toujours à l'heure actuelle. À partir de 1870, vous avez toute la tripotée des polymères pétro-sourcés, donc polystyrène, PVC, polyuréthane, etc. Ça, c'est vraiment la grande vague qui est arrivée. Ce qui est important de voir dans cette grande vague, c'est qu'entre le moment où on trouve un polymère et le moment où il est commercialisé, il faut attendre en gros, à fort volume, hein, présent sur le marché, il faut attendre en gros 30 à 50 ans. Et depuis ces années, on va dire 1950, ce qu'on voit apparaître, ce sont des produits dérivés, soit bruts, soit dérivés chimiquement, d'origine biologique. Donc au début, il y avait de la chimie, à l'instar de ce qui a été fait sur la cellulose, hein, donc c'est la galatite, que certains d'entre nous ont connu, qui sont des dérivés de la caséine. Il y a eu des whiskers de cellulose. Les whiskers de cellulose sont en gros des nanocristaux de cellulose. Et ensuite, vous avez eu toute la vague des matériaux à base de protéines végétales et la vague des matériaux à base d'amidon. Voilà l'historique de développement de cet ensemble-là. Alors, les biopolymères, la première catégorie dedans, c'est les biopolymères, donc des molécules qui sont extraites de milieux biologiques, de produits d'origine biologique. Alors, on trouve en un l'amidon parce que c'est le produit qui a donné le plus de dérivés commerciaux à l'heure actuelle, qui est strictement thermoplastique. Ensuite, vous avez tout l'ensemble bois, cellulose, etc., ce qui limite l'utilisation de ces produits-là sous forme native, chimique native, c'est le fait que la cellulose n'est pas fusible, c'est-à-dire on ne peut pas faire fondre la cellulose comme on fait fondre de l'amidon, tout simplement parce que les cristaux de cellulose sont très résistants et ont en gros une température de fusion supérieure à la température de décomposition thermique qui est à 200-220 degrés Celsius pour la matière organique. Donc, toute la cellulose qui existe, elle ne devient thermoplastique qu'à partir du moment où elle est modifiée chimiquement. Et ensuite, on a des polymères, on va dire, de deuxième ordre en termes de volume,
Vous avez chitosane, pullulane, toute la famille des polyhydroxyalcanoates avec le butyrate, valérate, etc., qui sont des polymères de développement très importants. Ce qu'il faut voir, c'est là où le degré de polymérisation est vicieux, c'est que si vous avez une chaîne courte, les polyhydroxyalcanoates, ils sont thermoplastiques, et quand la chaîne devient longue, moyenne, à ce moment-là, ils sont capables d'adopter un comportement d'élastomère. Et ensuite, on a toute la famille des dérivés de la caséine, donc la galatite, j'en ai déjà parlé, mais surtout, on a les dérivés de protéines de caséine, de pois, de colza, de soja, etc. Là, la difficulté, c'est la réactivité chimique de certains acides aminés. Donc, on est capable de leur donner un comportement thermoplastique sous réserve d'avoir les additifs adéquats. Et le dernier, c'est le caoutchouc réticulé, donc vulcanisé, qui est un strict élastomère. Ça, c'est la première famille composante des bioplastiques. Le deuxième élément, ensuite, ça consiste à partir d'un certain nombre. Alors oui, dans la slide précédente, les deux points qu'il faut conserver en tête sur les biopolymères qui sont majeurs, c'est d'une part, il y a un rôle très important de la chimie organique. On n'a pas deux polymères qui soient strictement thermoplastiques ou thermodurcissables comme on a du polyéthylène. Donc, on a toujours besoin de s'acoquiner, si on peut dire, avec de la chimie orga. Et le deuxième point, c'est l'absence dans ce tableau des biopolymères de la lignine, tout simplement parce que les lignosulfonates, qui sont les seuls dérivés de la lignine à l'heure actuelle disponibles industriellement, ces lignosulfonates ne sont pas manipulables tout seuls, ils sont incorporables comme additifs, mais on ne peut pas en faire des matériaux strictement à l'instar de l'amidon ou de la cellulose. Donc ça, c'est la première famille. On a un polymère directement d'origine biologique sur lequel on va faire du greffage chimique. Maintenant, il y a l'autre approche qui consiste à partir dans le cercle bleu ici, on part de molécules donc, qui sont strictement d'origine, dans ce cas-là, végétale, du saccharose, de l'amidon, des huiles, etc. On fait une opération de dépolymérisation qui va nous conduire à du fructose, du glucose, du glycérol ou des acides gras. Ensuite, on fait une grande étape de fermentation ou de chimie organique. Donc, si vous prenez du glucose, vous l'hydrogénez complètement, ça va vous donner du sorbitol et de l'éthanol. Et donc là, ce que l'on fait, en fait, dans cette opération-là, c'est que l'on crée les nouveaux monomères de la chimie que l'on veut mettre en place. Et donc, la deuxième étape, la troisième étape au-delà de ça, c'est la couronne externe. Là, on fait des opérations de polymérisation. Donc, dans ce secteur, on prend des polymères, on les dépolymérise, on les modifie par fermentation ou par réaction chimique, et ensuite on fait de la chimie organique, et on obtient à ce moment-là des polymères qui sont biosourcés. Ils sont biosourcés au sens où les atomes de carbone constitutifs de ces polymères sont d'origine biologique. Et c'est le critère que l'on utilise pour dire qu'un polymère est biosourcé. On va regarder simplement à l'intérieur les rapports isotopiques du carbone et qui permettent de savoir si un polymère est biosourcé ou non. Donc, à l'heure actuelle, il y a un seuil, ça c'est une convention internationale. Le seuil, il est à 40% pour qu'un polymère soit déclaré biosourcé, en carbone, sur la base des carbones, et il sera de 60% en 2025. Alors, il faut bien voir que sous ce jeu des carbones, en fait, on oublie souvent le fait pour nous, biochimistes, que si vous prenez du saccharose ou de l'amidon, vous avez 6 atomes de carbone avec une masse de 12, mais vous avez aussi 6 atomes d'oxygène avec une masse de 16. Donc, quelquefois, on peut avoir un polymère biosourcé dont les masses de carbone sont largement inférieures aux masses des atomes de décoration qui sont présents. Donc, et dans ce jeu-là, on voit apparaître une chose qui est moyennement drôle, si on peut dire, c'est que si vous prenez de l'amidon ou du saccharose, vous allez pouvoir être capable de faire de l'acide lactique. Donc, l'acide lactique, on sait le faire à l'heure actuelle par voie chimique et on sait le faire par voie fermentaire. Les deux sont disponibles et les développements industriels qui se font à l'heure actuelle se font sur des voies fermentaires. Et ils se font sur les voies fermentaires pour une raison toute simple, c'est qu'on a une maîtrise des énantiomères pour l'acide lactique. Et par cette maîtrise des énantiomères, on arrive à avoir une meilleure maîtrise des propriétés mécaniques des matériaux.
Alors, il y a déjà des matériaux qui sont disponibles et il y a des applications. Donc, vous trouvez l'acide polylactique, qui est là, on peut mettre celui qui est en haut de la fiche. Et Total va construire une usine l'an prochain en France de PLA, mais vous trouvez du polyhydroxybutyrate, des mélanges avec du PBS, du polyéthylène terephthalate. Et là, on commence à voir les difficultés. Alors, Coca-Cola s'est vanté de fabriquer du polyéthylène complètement biosourcé. En fait, il n'est pas complètement biosourcé. Il y a la partie éthylène glycol qui est biosourcée, mais l'autre composante du PET, qui est le téréphthalique, lui reste pétrosourcé. Et on peut, en utilisant de l'amidon, produire de l'éthanol et déshydrogéner l'éthanol, obtenir de l'éthylène qu'on va polymériser pour obtenir du polyéthylène. Donc, en Brésil, vous trouvez du polyéthylène biosourcé, qui est une aberration complète, mais il est biosourcé et vous ne pouvez pas empêcher que la dénomination soit donnée. Donc, dans le paysage des bioplastiques, en fait, vous avez une entrée majeure qui est par la bioraffinerie, qui va vous permettre de définir, de donner un certain nombre de matériaux. Alors, j'ai marqué pour mémoire quand même les cuirs et laine, même si ça ne fait pas partie du tout de l'exposé d'aujourd'hui, mais ça fait partie des matériaux très importants. Et à partir de la biomasse, donc on a tout ce qui est cellulosique, mais des fibres, donc le bois, le coton, le kénaf, sisal, jutelin, chanvre, qui vont nous donner des fibres. Ensuite, on a le bois qu'on peut rendre par modification chimique thermoplastique. On a des biopolymères et des monomères quand vous travaillez avec du saccharose ou d'autres molécules de ce type-là. Quand vous mettez, ça c'est ce qui se passe dans la bioraffinerie, quand vous mettez ces différents matériaux en contact, les fibres vous permettent d'obtenir du papier et du carton. Les biopolymères, vous allez pouvoir les mélanger avec des fibres, ça va vous donner des composites. Vous pouvez les mélanger en matériaux que vous allez faire adhérer en alliage ou en matériaux multicouches. Et donc, il y a très souvent des jeux croisés de produits qui sont issus de la bioraffinerie et de produits qui sont issus de la raffinerie de pétrole et qui vous permettent donc d'obtenir des polymères mixtes bio et pétrosourcés. Et donc, c'est la difficulté du monde des matériaux, c'est que vous avez une forme d'utilisation qui va être du papier, du carton, des composites, des films, des produits 3D, etc. Et vous pouvez, derrière se cache un croisement de produits qui vont être soit biosourcés, soit pétrosourcés. Voilà, donc ça, c'est le paysage global. Bon. Est-ce que à l'heure actuelle, ce domaine des bioplastiques, il nous permet d'avoir un certain nombre de substitutions directes avec des polymères, avec des plastiques pétrosourcés. Donc, je vous ai donné les règles de substitution telles qu'on les observe dans la littérature scientifique. Donc, ça, c'est des travaux de scientifiques. Les produits hydroxyalcanoates qui viennent se substituer en partie au polyéthylène, polystyrène ou polypropylène. Vous avez du polylactate, le gluten qui a de meilleures propriétés de perméabilité que le VOH, et tout ce qui est amidon thermoplastique, les TPS, qui ont une large gamme d'applications en remplacement du polystyrène. Il n'y a que le caoutchouc naturel qui a été remplacé que récemment, en gros à partir de 1929, avec l'application de molécules pétrosourcées. Dans ces substitutions, à l'heure actuelle, en l'absence d'arguments ou de réglementation suffisamment intelligente, c'est le prix qui permet d'orienter les choix des industriels et des consommateurs. Et par contre, il y a une variable cachée qui est très importante, c'est la maîtrise de l'approvisionnement. Par maîtrise de l'approvisionnement, c'est le fait que tout ce domaine des polymères pétrosourcés est dominé par l'origine hors France, disons, de la matière première. Et pour le citer directement, les grands fabricants de caoutchouc, comme Michelin par exemple, ont un énorme souci d'approvisionnement en caoutchouc naturel parce qu'ils savent bien que leurs plantations de caoutchouc naturel sont dans des pays
soit qui subissent directement de manière lourde les premiers effets du changement de climat, soit qui sont dans des pays où le régime politique n'est pas particulièrement garanti stable. Et donc, ils ont cette préoccupation de garantir leur approvisionnement. Et Michelin a fait des travaux en relation avec l'IFPEN, avec le CNRS en particulier, pour pouvoir basculer du caoutchouc naturel d'origine EVA vers du caoutchouc qui serait à ce moment-là fondé sur des produits dérivés de l'éthanol de fermentation. Donc, cette variable maîtrise de l'approvisionnement ou sécurité des approvisionnements peut conduire certains acteurs économiques à basculer du pétro vers le monde biosourcé, tout simplement pour garantir ces approvisionnements. Bon, un peu compliqué. Non. Voilà. Alors, on a parlé de bio, donc c'est soit des biopolymères, soit des polymères biosourcés. Et spontanément, on s'imagine que ces polymères-là vont présenter l'argument de biodégradabilité. Alors, c'est vrai pour les matériaux, pour les biopolymères, tant qu'ils n'ont pas été modifiés chimiquement. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Premier point. Deuxième point, il ne faut pas qu'on confonde la biodégradabilité, qui est la transformation du matériau complètement et l'intégration de l'ensemble des atomes dans le métabolisme avec la production soit de CO2, soit de CH4, si on est en anaérobiose, avec la biofragmentation. Et donc, c'est là où le sujet des bioplastiques rejoint celui des microplastiques, des déchets plastiques dans les milieux aquatiques. C'est qu'on peut avoir un produit qui est biosourcé, mais qui va conduire simplement à une biofragmentation sans dégradation moléculaire complète. Et donc, tout le problème là vient de l'activité du milieu sur lequel on teste cette biodégradation. Alors d'abord, la biodégradation, on ne mesure pas la disparition du matériau, on ne mesure pas la disparition, le devenir des atomes constitutifs en utilisant du C14 ou d'autres atomes, tout simplement parce que ça coûterait trop cher. On utilise tout simplement la production de CO2 ou de CH4, éventuellement de quelques sous-produits, mais c'est tout. Et donc, par voie de conséquence, on n'est jamais sûr du devenir de la matière. On n'est pas du tout dans un monde contrôlé et le milieu va avoir une importance très importante, très grande sur le devenir de la matière. Donc, et plus les milieux sont agressifs, donc c'est le cas du compost, plus ils vont conduire à une dégradation rapide qu'on sait mesurer. L'enfouissement et le milieu marin sont les pires milieux, dedans on sait qu'il ne se passe rien. Ça, c'est sur le matériau brut si on l'a directement, mais en fait, ce qui nous intéresse, ce sont tous les matériaux finis, donc ceux dans lesquels il y a une charge, il y a un alliage, c'est-à-dire un mélange intime de deux composants, ou des composites si on a mis des fibres à l'intérieur, et les dimensions de l'objet. Et tout ça, ça prohibe complètement l'analyse du milieu par une simple additivité des caractères des composants. En disant, j'ai mélangé deux composants, un bio et un pétro, au moins le bio sera biodégradable. Pas du tout. S'il est complètement caché à l'intérieur du film de pétro, on ne le verra pas, du matériau pétro. Il y a quelques années, il y avait des céréaliers de France qui avaient cru malin au Salon de l'agriculture de proposer des pochettes en polyéthylène comportant de l'amidon à l'intérieur, mais de l'amidon granulaire qui était strictement encapsulé à l'intérieur du film de polyéthylène. Et il s'était vanté que ce film soit biodégradable. Il n'était pas du tout. Il était complètement inerte. Il était chargé en amidon. Voilà, donc la biodégradabilité, ça dépend du matériau considéré. C'est une option de fin de vie intéressante quand on s'intéresse à des matériaux à courte durée de vie, les emballages en particulier, ou pour les produits impossibles à collecter, ceux qui vont se trouver dispersés dans les sols agricoles, les milieux forestiers, je pense aux produits de la chasse par exemple, dans les milieux aqueux. Alors attention, il y a un certain nombre de polymères pétrosourcés, strictement pétrosourcés, je vous donne la liste là, qui sont biodégradables au sens où si on met une éprouvette dans le sol, elle va être capable de dégrader. Ça, c'est première difficulté, on peut dire, sur la droite,
il y a du pétro-sourcé qui est biodégradable. Deuxième difficulté, il y a certains biopolymères qui ne le sont absolument pas. Le teck, les robiniers ne craignent pas du tout l'immersion dans l'eau et donc vont rester stables. Et il ne faut pas oublier qu'à Venise, les piliers sur lesquels sont construits la ville et une partie des quais, c'est du bois nolde qui est rentré très profondément dans l'eau, qui durcit dans l'eau, qui devient strictement imputrescible parce que c'est un milieu d'anaérobie. Et donc, on a affaire là à un biomatériau, indiscutablement, qui va ne présenter aucune biodégradation parce qu'on est dans des conditions de milieu difficiles. Donc, on ne peut jamais dire d'un matériau qu'il est biodégradable dans l'absolu, il est biodégradable dans certaines conditions, ce qui est oublié assez souvent dans les discours. Et dernier point, on ne sait pas faire de matériaux bioplastiques dégradables dans l'eau douce, l'eau de mer. Ce sont les milieux les plus compliqués. Au mieux, on sait faire du biofragmentable, ce qui ne serait pas un grand progrès par rapport à la littérature actuelle. Mais eau douce ou eau de mer, on ne sait rien faire, donc il faut éviter les pertes, et c'est tout. Voilà, alors quels sont les grands défis d'avenir? Ce sont les politiques publiques. Elles sont favorables au développement de bioplastiques biodégradables. Donc, il y a une directive européenne qui est sur les emballages et les déchets plastiques. Donc, c'est une partie des bioplastiques simplement. Et c'est très important parce que le marché commun, enfin, l'Union européenne, c'est d'abord un marché commun avec une libre circulation de matières. Et donc, ces matériaux, quand ils sont emballés, doivent répondre à cette directive. Et cette directive porte sur la réduction des emballages et elle porte sur le fait qu'il doit y avoir en 2025 60% de plastique d'origine biologique dans l'ensemble des emballages. Donc, on a un cadre favorable au développement des bioplastiques. On a un cadre favorable au niveau français, alors qui s'est exprimé comme on sait toujours le faire en France en mettant une interdiction sur un emballage sans nécessairement réfléchir à l'ensemble du problème. Je vais vous montrer ensuite pourquoi. Donc, il faut, en 2040, on considère qu'il y aura la fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique. Premier point. Et deuxième point, tendre vers un recyclage à 100% des emballages. Alors, c'est très bien quand on voit ce discours-là, on peut être très satisfait parce qu'il y a une protection immédiate de l'environnement qui est en ligne de mire. C'est parfait. C'est simplement oublier tout simplement que le recyclage est une opération très compliquée, dont je vais vous parler après. Et donc, c'est aller un peu rapidement en besogne que de donner un objectif comme ça de 100%, sans réfléchir à l'ensemble des acteurs nouveaux, y compris des nouveaux qui pourraient s'implanter et qui viendraient modifier le jeu. Et on trouve exactement le même système réglementaire dans la partie nord-américaine. Il y a juste une différence aux États-Unis qui est importante. C'est qu'il y a une obligation pour les administrations publiques, celles qui sont sous financement fédéral, d'acheter du matériel biosourcé pour l'équipement, le fonctionnement de ces administrations-là, etc. Donc, c'est le Green Procurement Compilation qui existe depuis, en gros, 2015. Il a été révisé en 2021. Et ça, c'est une aide fantastique au développement de ces industries des plastiques biosourcés, chose qu'on est incapable de faire en Europe pour de vagues raisons de consommateurs au niveau de l'achat. Alors, j'ai identifié 3 défis. Et je voudrais conclure sur cette partie-là. Le premier défi sur la matière, donc là je vous parle en tant que physico-chimiste et toujours obsédé par les performances, c'est le défi prix de revient performance. En gros, pour des polymères plastiques pétro-sourcés, on sait que la matière première, c'est 80% du coût de la production, je ne parle pas de la commercialisation et autres, et auquel se rajoute 15% d'énergie pour le coût final. Ce qui veut dire qu'on ne pourra raisonner bioplastique que si on est accroché à des bioraffineries, donc il faut avoir ça en tête. Et là, il n'y a pas de raison qu'à court terme, le prix de l'amidon, des huiles, du saccharose diminue considérablement. Donc, on n'a pas beaucoup de solutions pour faire baisser le prix de la matière première. Alors, il y a quelques solutions un peu réduites qui sont étudiées à l'heure actuelle. C'est la fermentation des déchets organiques, donc qu'ils soient urbains, aménagés ou autres, etc., et qui permettent d'obtenir des polyhydroxybutyrate. Donc là, on fait baisser le prix tout simplement parce que la matière première ne coûte rien.
ou arrive pratiquement avec un coût négatif. Alors, ça, c'est sur le prix de revient. Sur la partie performance, les travaux, c'est du technologie push standard. On joue sur les propriétés barrières, sur la réduction de la sensibilité à la vapeur d'eau ou liquide, au déplacement des températures de transition vitreuse et à l'augmentation des résistances mécaniques par l'insertion de fibres végétales, etc. Ça, c'est les recherches telles qu'elles existent en gros depuis une vingtaine d'années sur cette partie matériaux. Pour être un peu plus prospectif, et parce que tout à l'heure, il y avait François Képès dans le tour de table en particulier, il y a la biologie synthèse qui nous offre des perspectives un peu plus larges, enfin même beaucoup d'imagination. Et les trois perspectives qu'on peut trouver dans la littérature avec des publications qui sortent régulièrement. La première, c'est le design de polymères complètement. Donc, on réfléchit sur quel monomère on va mettre en œuvre, on réfléchit à l'alternance des monomères, à la longueur du monomère, à le fait qu'on peut insérer des monomères qui vont rompre l'uniformité, etc. Et ça, donc, ça renvoie directement à la modification de chaînes métaboliques. Plutôt que de faire ces modifications complètement au hasard, comme on l'a fait régulièrement sur d'autres polymères plus simples, là, à ce moment-là, on peut s'appuyer sur des logiciels de simulation moléculaire qui permettent de réfléchir aux propriétés d'un polymère à partir de sa structure primaire, donc l'agencement des monomères, la nature des monomères, etc. Donc ça, c'est une première voie de travail où, en gros, on fait un travail in silico pour trouver le design du polymère qui serait le plus intéressant pour les propriétés, et ensuite on fait la modification en biologie de synthèse. La deuxième qu'on voit traîner dans la littérature, quand je dis qu'on voit traîner, ça veut dire qu'on a des papiers de temps en temps, mais des papiers qui sont plutôt dans Nature ou Science, donc des revues de très haut niveau et je veux dire très prospectives. C'est l'extension du concept de fibre naturelle. Je ne parle pas à ce moment-là de la cellulose, du lin ou autre, etc. C'est les fibres qui sont fabriquées par les araignées, les chenilles d'un certain nombre de papillons, etc. Et ces fibres sont composées d'une molécule de fibroïne, qui est une protéine, avec en gros essentiellement des enchaînements d'alanine, de glycénine et de sérine. Et ces fibres, donc ces filaments, sont ensuite collés les uns aux autres par une autre protéine qui s'agit de la séricine, qui agit comme de la colle. Ça, le mécanisme est bien connu in vivo. Pour pouvoir le reproduire in vitro et ensuite à grande échelle, eh bien, on a besoin de coupler cette étape de production avec de la microfluidique. La microfluidique ayant l'avantage de travailler donc l'agencement et le mélange des phases de polymères de manière très fine. Donc là, le verrou serait levé par la partie microfluidique. Et le dernier point, c'est l'extension du concept de cutine, donc la cuticule qui recouvre les feuilles des végétaux, qui est un matériau, une couche monomoléculaire très efficace pour, en gros, le management de l'eau, des pathogènes, etc. Cette cutine, elle est formée par la copolymérisation d'acides gras, copolymérisation extracellulaire d'acides gras à très longue chaîne, 16 ou 18 atomes de carbone, avec des groupements hydroxyle et hypoxyle. Donc les acides gras sont produits par la cellule, sont excrétés, et là, spontanément, ils vont se polymériser avec des polymérisations de type dendritique. Et là, le couplage, il se passe directement par l'apport des lipides microbiens. Donc c'est comment faire produire les bons lipides, les récupérer, pour obtenir cette capacité de produire un revêtement très particulier. Le verrou dans cette partie biologie de synthèse, il est relativement simple. C'est la récupération du polymère après sa synthèse. Et c'est pour ça que l'amidon et la cellulose sont toujours sur la partie haute du panier, parce que ce sont simplement des polymères qui sont faciles à récupérer industriellement, même dans le laboratoire aussi. Dès que vous faites un polymère que vous allez produire et récupérer en milieu aqueux, ça coûte particulier. C'est très compliqué ensuite de le purifier et de l'obtenir sous une forme qui ne soit pas avec un coût trop élevé. Donc ça, c'est le premier verrou classique de la recherche, on peut dire. Le deuxième verrou, c'est l'impact environnemental. Donc ça, c'est la littérature est très riche en travaux qui ont étudié la réduction des émissions de CO2 par la méthode des analyses cycle de vie. Bon, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette méthode ACV, c'est tout simplement un grand bilan matière des consommations de tout ce qui contribue à faire du CO2. Donc, on rentre aussi bien la matière que l'énergie
Et in fine, en faisant ce bilan, on arrive à savoir combien de CO2 sera produit pour la production de matériaux considérés, d'une molécule ou n'importe quoi. Vous pouvez le faire sur tout, c'est fait sur l'alimentation, sur tous les éléments, etc. Alors, le diable, là, il est présent dans tous les papiers. C'est simple. Et c'est souvent le diable parce que il y a des difficultés méthodologiques, des choix qui ne sont pas explicités sur les échelles spatiales, sur les échelles temporelles. Quand vous utilisez le carbone biologique et que vous avez du bois, par exemple, et que votre bois va continuer à exercer sa fonction pendant 10 ou 50 ans, et bien forcément, il y a du piégeage qui est fait à ce moment-là de carbone dans le matériau qu'il va falloir prendre en compte. Il y a tout ce qui est géographique. Ensuite, il y a le fait que les matières sur lesquelles on utilise sont issues d'itinéraires technologiques où il y a plusieurs produits de sortie et on ne sait jamais comment répartir, en gros, l'output de CO2 entre l'amidon, les fibres, le sucre, etc. Et puis, il y a les trajectoires de fin de vie. Dernière difficulté, les travaux en général concluent avec des kilogrammes de matière, alors que ce qui doit être pris en compte, c'est l'unité fonctionnelle, c'est-à-dire le sac, la boîte qui nous intéresse. De l'analyse de la littérature, si je prends les matériaux biosourcés à l'heure actuelle, il y en a 3. Donc le polyéthylène terephthalate, quand il est complètement biosourcé, pas celui de Coca-Cola, l'acide polylactique et TPS, donc l'amidon thermoplastique, présentent des réductions des émissions de gaz à effet de serre de 35 à 65%. Alors l'amplitude peut vous paraître très grande. Ça dépend tout simplement donc, des hypothèses méthodologies qui sont mises en œuvre. Et deuxièmement, le dernier point, c'est la partie trajectoire de fin de vie. C'est cette partie trajectoire de fin de vie qui a un impact majeur sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, juste pour introduire cette partie-là, quand vous faites des matériaux pétro-sourcés et que vous les jetez tout simplement dans une usine d'incinération, ce qui est quand même la gestion la plus simplissime, vous bénéficiez à ce moment-là de l'énergie, du contenu énergétique de ces matériaux qui, en fonction de la nature chimique, va varier de 23 à 41 mégajoules par kilogramme. Et si vous enlevez ces matériaux, vous devez à ce moment-là rajouter de l'énergie pour continuer l'opération d'incinération et vous allez rajouter l'énergie fossile. Donc, c'est là où l'affaire devient un peu plus compliquée, c'est que vous pouvez avoir une réduction de la consommation des productions de CO2 parce que vous êtes passé du pétro au biosourcé, mais comme vous avez moins d'énergie disponible in fine dans vos déchets qui vont être incinérés, vous devez rajouter par-dessus de l'énergie. Alors, ça a été particulièrement bien documenté au niveau de Paris. Paris et Berlin sont les deux grandes villes qui ont expérimenté ça, on peut dire en dimension réelle, puisqu'ils s'étaient forcés de développer le tri en entrée des usines d'incinération. Donc, ils avaient à ce moment-là, ils étaient très contents puisqu'ils récupéraient de la matière. Et le deuxième élément, c'est qu'il y avait souvent du PVC, donc il contient du chlorure. Et à ce moment-là, au moment où ils ont fait ces travaux-là, il y avait une grande inquiétude sur les pluies acides qui pouvaient être générées par la combustion du PVC, donc la libération d'HCl en sortie de fumée. Donc, ils se sont rendus compte très rapidement qu'ils avaient, ils avaient moins de pluie acide, mais par contre, ils avaient besoin d'injecter de l'énergie. Et quand ils avaient besoin d'injecter de l'énergie, ils rajoutaient de l'énergie fossile. Et ils avaient d'autant plus besoin de rajouter de l'énergie que la combustion, la chaleur libérée au moment de l'incinération sert à alimenter des réseaux de chaleur urbains. Et donc, il fallait à ce moment-là qu'ils mettent en marche d'autres systèmes de production énergétique pour que les centrales à gaz viennent compenser le défaut d'énergie venant de l'incinération. Donc, on a affaire à des systèmes comme ça qui sont en cascade, qui sont un peu compliqués, et qui font qu'une analyse simple sur un matériau peut être très simple, mais en fait oublie simplement que le monde réel est très compliqué et très complexe. Donc voilà le monde réel que je vais vous présenter. Donc on va partir de la partie droite, on va partir des objets en plastique. Ces objets en plastique, ils contiennent de l'aluminium, du verre ou du papier. Ils contiennent du carbone d'origine fossile, du carbone d'origine biologique. Ils vont vous servir à fabriquer des objets en plastique.
Et ce que l'on nous présente très souvent, c'est que derrière, il faut faire du recyclage. Et en fait, le recyclage dans la nature, dans le vrai monde, si on peut dire, il est facile pour le verre, il est facile pour l'acier, il est facile pour l'aluminium, il est facile pour le papier, mais il y a une dégradation de la fibre cellulosique progressivement. Mais vous avez vu tout à l'heure dans les statistiques que la fibre cellulosique, en gros, pour une fibre produite à partir d'un arbre, il y a une fibre qui va venir du recyclage. Mais en dehors de ça, on ne sait pas recycler des objets, qu'ils soient pétro ou bio. Et donc, c'est le grand échec ou la grande limite quand on veut coller la logique applicable à l'aluminium, au verre et à l'acier, et quand on veut l'appliquer aux objets en plastique, qu'ils soient bio ou non. Donc, cette voie recyclage, elle est très intéressante, mais elle n'est pas tout à fait adaptée au plastique. Et donc, par contre, ce qui est adapté, ce sont les usages en cascade, c'est-à-dire si on fait un tri suffisamment sélectif de la matière, on peut reprendre cette matière et obtenir une matière qui a des propriétés mécaniques ou de perméabilité moindres que la matière native, que la matière vierge, mais donc l'utiliser dans des usages de deuxième ordre. Et donc, c'est pour ça que vous voyez régulièrement des chercheurs, souvent, qui viennent nous expliquer qu'on peut faire des piquets de vigne, des bancs, des poubelles, etc., à partir de produits en recyclage, qu'ils soient pétro ou bio. Mais une fois que vous avez fait un certain nombre de recyclages, vous avez le nombre de sorties. En gros, il y en a 5. Donc, la première, et qui est maintenant interdite, qu'il faut quand même citer, c'est la partie oxodégradation, c'est celle qui consiste à mettre un agent oxydant dans la matière, et la matière va se dégrader, va se fragmenter, mais en aucun cas va être réduite au niveau moléculaire. Maintenant, c'est complètement interdit, parce que ça, c'est vraiment de la pollution qui conduisait en particulier aux microplastiques qu'on trouve dans les milieux aquatiques. Ensuite, vous avez la mise en décharge, idem, pollution terrestre et marine à long terme, il n'y a pas de dégradation. Et il y a l'incinération qui permet d'obtenir de l'énergie, mais qui va générer des cendres, il ne faut pas oublier. L'avantage des polymères biodégradables, biosourcés, c'est de pouvoir passer par la filière du compostage. À ce moment-là, vous produisez du CO2 atmosphérique qui va se boucler ensuite avec des plantes pour vous donner du carbone d'origine biologique, et vous avez un cycle vertueux qui se met en place. C'est la voie majeure qu'il faut viser. Elle a tout simplement des petits verrous, cette voie-là, parce qu'on ne peut pas confondre le compostage tel que nous pouvons le faire chacun dans notre jardin, donc à température ambiante, avec le compostage industriel qui se fait en général à une température supérieure à 40 degrés Celsius, tout simplement pour accélérer les réactions et pas avoir des stocks qui sont trop lourds. Et donc, il y a des matériaux qui se dégradent très bien dans un composteur industriel, donc il suppose qu'il y a un tri, etc., mais qui ne se dégradent pas du tout quand vous avez un composteur, on va dire, ménager au fond de votre jardin. Tout le monde a fait cette expérience redoutable et qui consiste à regarder comment les sacs qu'on peut avoir dans les supermarchés pour envelopper les fruits et légumes ne se dégradent absolument pas dans le composteur ménager. Et le dernier point, c'est le recyclage chimique, donc qui est vanté par tout le monde. Il y a un exemple en France qui est très intéressant, qui est en cours de développement. C'est celui du démontage, en gros, du polyéthylène terephthalate par un mélange d'enzymes estérase et oxydase, qui est fait par la société Carbios à Clermont-Ferrand, qui permet de reprendre complètement, le polymère et donc de le renvoyer en monomère et donc de le renvoyer. Donc ça, ce sont des travaux qui sont en gros, qui ont 10 ans d'âge à l'heure actuelle. Donc on en est encore au niveau du pilote, on n'est pas à l'installation industrielle et l'insertion dans le monde réel. Alors le monde réel, je vous le présente sur cette diapositive. En gros, on a 3 niveaux qu'il faut arriver à combiner. Le premier niveau, c'est celui que j'appelle celui de la conception initiale. En gros, vous avez un matériau, vous avez un produit, vous allez définir les performances nécessaires de ce produit, alors, y compris le stockage de la matière, etc. Si c'est de l'emballage, quelles sont les fonctions attendues et tout. Vous avez une réglementation REACH qui vous permet de choisir une première liste, une short list de polymères et de molécules fonctionnelles. Et ça, vous allez le comparer, vous allez pouvoir, à partir de ça, faire une analyse coût-bénéfice, donc c'est la partie centrale, là, pour le consommateur par unité fonctionnelle. Et ça, vous le mettez en regard. Donc, la première partie, c'est
vous avez un matériau d'emballage, comme ça, vous regardez ce qui se passe à l'intérieur, mais ensuite, vous avez une deuxième partie qui est toujours à l'échelle du consommateur, qui va être de regarder comment il va se comporter vis-à-vis de ce couple contenu-contenant. Qu'est-ce qu'il en attend, comment il va le stocker, quel est son mode de vie, quelles sont les réglementations, etc. Donc, vous pouvez avoir un discours particulièrement vertueux dans la partie de gauche, pardon, et vous avez un discours catastrophique dans la partie de droite. Jean-François Moll a organisé un séminaire sur les plastiques alimentaires il y a quelques semaines, en décembre, et il avait invité en particulier un designer d'emballage alimentaire, au sens large du thème, hein, parce qu'il y avait la vaisselle alimentaire, etc. Et ce designer avait un discours au début politiquement très propre, en expliquant qu'il y avait des considérations sur la durabilité qui étaient mises en œuvre. Mais ensuite, c'était la praticité qui l'emportait. C'était l'élément essentiel, et en particulier pour les populations jeunes. Donc, la conception initiale peut être merveilleuse, mais à certains moments, elle va devoir affronter la gestion individuelle et toute la capacité de tri qui va pouvoir être mise en œuvre. Ensuite, on a donc une réduction de la liste des matériaux satisfaisants et on rentre dans une gestion collective. C'est cette partie-là qui fait souvent défaut, en particulier en France, puisqu'une fois qu'on a notre shortlist là, il faut qu'on regarde comment va se passer le tri après usage, quelles sont les politiques publiques locales et quelles sont les possibilités. Est-ce qu'on peut faire du compostage, de l'enfouissement, de l'incinération? Est-ce qu'il n'y a pas une obligation, de par les installations qui sont à l'heure actuelle présentes, de faire de l'incinération, ce qui est souvent le cas, par exemple, dans les grandes villes? Et donc, vous allez comme ça progressivement réduire et vous rapprocher d'analyse cycle de vie directement sur le matériau qui vous intéresse. Et c'est cette partie gestion collective, donc le camion qui va passer dans la rue, mais qu'est-ce que devient le contenu du camion ensuite en fin de journée? C'est cette partie-là qui est souvent négligée dans les discours vertueux qui nous sont présentés, y compris ceux qui sont portés par les chercheurs d'ailleurs. Il n'y a aucun problème sur cette partie-là. Voilà. Alors, dernier point. Donc, ça, c'est le troisième défi, c'est comment on peut insérer ces bioplastiques dans la gestion collective des déchets, dans la gestion collective des plastiques et en particulier, regardez leur ligne de vie. Et la dernière diapositive porte sur la concurrence d'usage des productions végétales, puisqu'on va voir arriver tout de suite un débat qui est identique à celui qu'on a eu sur les biocarburants. On retrouve la même chronologie, les mêmes arguments qui ressortent. En gros, les 380 millions de tonnes de plastique pétrosourcé, ce n'est que 6% de la production pétrolière. Donc, c'est pas, la production pétrolière peut diminuer, il y aura toujours du pétrole disponible pour faire des plastiques. En regard de ça, on a des productions d'amidon, de saccharose et de lipides, vous voyez, qui sont à 47 jusqu'à 180 millions de tonnes par an. Si on veut comparer ces éléments-là, moi, je propose tout simplement de revenir à l'atome de carbone, puisque c'est la chose qui est présente entre les communes à tout ça. Donc, les 380 millions de tonnes de plastique pétrosourcé, ça correspond à 250 millions de tonnes de carbone. Il suffit de repartir de la formule chimique, du polyéthylène, du polypro, etc. Et on regarde le monomère, le poids du carbone sur le poids du monomère. Et on fait cette opération, bon, un peu simpliste, certes. Ensuite, on regarde ça, on voit donc ces 250 millions de tonnes. Europlastic envisage une production de bioplastique dans les prochaines années qui va être de l'ordre de 1 million de tonnes. Bon, on peut envisager en 2030 5 millions de tonnes, c'est l'ordre de grandeur. Et ça, c'est tout simplement, vous voyez, 1 million de tonnes de saccharose, 1,6 million de tonnes de saccharose ou d'amidon à mettre en regard des productions mondiales à finalité alimentaire d'amidon, de saccharose qui sont de 47, 180 et 190. Donc, on va avoir 450 millions de tonnes. Donc, à l'heure actuelle, dans les ambitions de développement de marché bioplastique, la concurrence d'usage ne pose pas de souci. Si on devait remplacer l'ensemble du pétrole pour faire des bioplastiques, c'est évident qu'on aurait, comme pour les biocarburants, une difficulté majeure de faire un choix entre les bioplastiques et l'aliment.
Et donc, le choix serait fait instantanément. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Paul.